Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Alex, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Alex Ebang-Mbele, vous êtes originaire du Gabon, chercheur, écologiste et engagé dans le processus de gestion des ressources naturelles du bassin du Congo. Et vous avez fondé en 2019 l'ONG NAPA, qui œuvre pour une conservation communautaire au Gabon. Je vais démarrer comme j'ai l'habitude de faire, Alex, par vous interroger sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours académique, professionnel et notamment qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour l'écologie? Ok, merci beaucoup et bonjour Hélène de me faire inviter à votre émission Rendez-vous de la conservation. Oui, je m'appelle Alex Bambele, je suis gabonais. Euh, je suis titulaire de trois masters, donc master en sociologie, en écotourisme et un master en conservation de la biodiversité et des écosystèmes. J'ai vraiment eu l'occasion de travailler dans les projets de recherche et où j'ai travaillé au départ avec l'Agence nationale des parcs nationaux et qui m'a mis à la disposition de l'université américaine qu'on appelle l'Université de Duke et où au niveau du Gabon, j'ai été le responsable des activités de recherche sur le terrain. J'ai conduit le projet sur l'inventaire de la faune par les communautés. Donc, on a mis en place une soixantaine de transects avec des transects linéaires, avec chaque transect 2 km de long, où on collectait les données liées à la faune et renforcer les capacités des communautés dans la recherche. En même temps, j'étais responsable du projet sur la gestion communautaire de la viande de brousse par les communautés où effectivement j'ai renforcé les capacités, l'éducation environnementale auprès des communautés. Et l'idée vraiment, c'était de collecter la disponibilité, l'utilisation de la viande de brousse au village et comment ensuite les communautés pouvaient établir leurs propres règles de gestion de la faune. J'ai participé au projet sur le suivi des éléphants avec des colliers, où il fallait travailler sur les côtes fraîches tous les jours en forêt. J'ai participé à la mise en place des parcelles de carbone permanent au niveau du Gabon. J'ai participé au projet d'évaluation des taux d'émissions émises par les activités d'exploitation forestière. Et aujourd'hui, je suis effectivement le président de l'ONG NADA. Et ce qui m'a vraiment amené dans ce domaine de l'écologie, c'est effectivement mon parcours scolaire. Parce que quand j'arrive au Parc national de la Lopé pour mon stage, qui est un site patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est là où je réalise l'importance de la biodiversité, l'importance des habitats. Et ça m'a vraiment, je suis tombé amoureux et ça m'a entraîné dans tout ce que je fais aujourd'hui. C'est lié à l'écologie, à la forêt et ainsi de suite. Donc, voici en gros ce que je peux d'abord dire. Merci Alex pour cette introduction. Vous avez un parcours impressionnant. Si on passe maintenant à l'ONG NADA, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le cheminement et comment vous avez été amené à créer cette ONG? Ok, merci pour la question. Oui, l'ONG NADA, c'est toute une histoire. Comme je disais, j'ai travaillé avec les communautés dans le cadre de projets de recherche. Et les communautés que j'ai formées, on a développé l'approche qu'on appelle le paraécologie, qui sont des leaders communautaires n'ayant pas nécessairement un parcours académique très élevé, mais qui reçoivent des formations à travers des projets. Et ça leur permet vraiment d'être des vrais leaders, des points focaux au sein de leur communauté en matière de conservation, de la gestion des ressources naturelles. Donc,
Au terme de la deuxième phase de notre projet, ces acteurs locaux ont émis le vœu que les projets de recherche ou bien les projets en général ont une durée limitée et que les questions et en même temps les projets traitent un aspect parmi tant d'autres. Mais par contre, dans la vie de tous les jours au sein de ces communautés, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'autres sujets que ces projets-là ne traitent pas. Donc, ils ont exprimé un besoin d'être dans une structure où, où les communautés, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent traiter d'autres questions et en même temps se faire entendre. Donc, c'est vraiment à partir de cet instant que nous tous, on a euh, décidé de créer une structure qui va permettre d'aborder tous les aspects que les communautés rencontrent en matière de préservation de la biodiversité et dans et l'amélioration de leurs conditions de vie. Vraiment, je peux dire qu'en 2019, c'est là où NADE est né, à travers l'organisation de la première Assemblée générale ordinaire. Et au départ, on était 23 membres, aujourd'hui on est 27. Aujourd'hui, vous êtes combien, pardon? Je vous ai pas entendu, Alex. 27 membres. 25 membres, d'accord. Ok. 27. 27, d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, alors on a compris la genèse de l'ONG, quelles sont aujourd'hui, en 2025, les missions principales de NADA? Comment l'ONG travaille-t-elle justement pour protéger et valoriser durablement la biodiversité au Gabon? Alors, et puis vous pouvez peut-être nous dire dans quelle partie exactement du Gabon vous êtes actif? Ok, merci. Avant de répondre à ta question, je vais juste préciser quand on dit NADA, c'est l'acronyme en fait Oui, l'union exact. complète de NADA. NADA, c'est Nsumbu Abalga Dzal Association. Donc, Nsumbu, comment on appelle ça? C'est la gestion en langue kota. En fait, c'est se ressourcer en forêt. Dans une des langues où on travaille, en kota, se ressourcer en forêt. Et à Bagadzal, c'est la gestion au village. Donc, ça, c'est la langue Fang. Donc, c'est l'acronyme de ces deux langues locales qui donne le nom de NADA. Donc, se ressourcer, gérer la ressource de la forêt par les communautés. Donc, c'est ce que ça signifie pour Sumu Abarajal Association, mais l'acronyme, c'est NADA. C'est ce que je voulais d'abord préciser. Et, et NADA, effectivement, notre mission principale, c'est d'amener les communautés dans la gouvernance et la gestion durable et équitable, établie et maintenue par elles-mêmes, par les peuples autochtones et les communautés locales sur leur propre territoire et sur la biodiversité qui existe au sein de ce territoire. Donc, c'est vraiment notre mission principale de faire en sorte que les communautés puissent gouverner et gérer durablement leur espace ainsi que toute la richesse bioculturelle qu'on trouve à l'intérieur. Et comment NADA arrive à- à travailler, peut-être bien avant ça, on est basé au nord-est du Gabon, dans Mhm. la province de l'Ogooué-Ivindo. Et aujourd'hui, nos actions vont au-delà de la province de l'Ogooué-Ivindo. On est également, on travaille déjà au niveau de la province de Langounier également. Et dans les opportunités à venir, on pourrait également se déployer dans les autres provinces. C'est pour dire que le champ d'action de NADA est en train vraiment de grandir sur le territoire national au niveau du Gabon. Donc, comment nous faisons vraiment pour préserver la biodiversité? On a une approche vraiment simple et innovante qui fait en sorte que euh, on a fait le constat selon lequel les territoires des communautés ne sont pas sécurisés par la loi actuelle. Et ça pose un problème parce que le problème de chevauchement et d'attribution des espaces. Donc, les territoires des communautés se voient souvent attribués par les permis forestiers, miniers, ainsi de suite, mais les communautés n'ont pas d'espace sécurisé juridiquement. Donc, pour nous, une fois
on arrive à sécuriser les territoires des communautés. À l'intérieur de ces territoires, on retrouve la biodiversité, on retrouve les sites sacrés, on retrouve les cours d'eau, on retrouve les PFNL, on retrouve toutes sortes de ressources à l'intérieur. Et en sécurisant ces territoires, de facto, on sécurise la biodiversité et on essaye de faire en sorte que les communautés puissent bénéficier de leur effort de conservation. Il faut le dire, c'est que c'est démontré même que les communautés ont longtemps protégé les forêts. Et ce sont ces forêts aujourd'hui qui on trouve la biodiversité, on trouve la faune, la flore de manière exceptionnelle. Donc, c'est pour nous, c'est de faire en sorte que les territoires des communautés soient sécurisés et qu'à l'intérieur de ces territoires, on arrive à inventorier tout ce qui est à l'intérieur et faire en sorte que les communautés elles-mêmes continuent à protéger cette biodiversité. Merci Alex, effectivement, on voit bien le cercle vertueux qui se crée. Est-ce que vous auriez un exemple concret d'un projet mené par NADA, justement, et qui a eu un impact significatif sur les communautés locales et leur développement? Je peux dire que la plupart des projets de NADA ont un impact au niveau des communautés. Parce que la question qu'on traite, c'est une question fondamentale pour la vie des communautés au village. Si vous Mm. n'avez pas de terre, vraiment, vous aurez du mal à vous en sortir. Et lorsque vos terres sont sécurisées, votre vie est stable au village. Donc, parmi les projets, on a soutenu la communauté de Massa pour sécuriser sa forêt ancestrale qui était déjà au sein d'un permis forestier. Et c'était un grand succès et ça a changé le niveau de vie de cette communauté aujourd'hui. Nous avons un projet de, comme je parlais, de sécuriser les territoires des communautés et nous sommes environ une quinzaine de communautés que nous sommes en train de travailler pour documenter et sécuriser leur territoire. C'est aussi, c'est quelque chose qui impacte la vie des communautés. Et une autre activité qu'on vient de réaliser, c'était l'organisation de l'atelier, notre premier atelier national sur les aires et patrimoines conservés par les peuples autochtones et les communautés au Gabon. Vraiment, c'était faire en sorte que analyser le cadre juridique actuel, pourquoi ça ne prend pas en compte ces territoires et comment ce cadre juridique peut prendre en compte ces espaces. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut en termes de gouvernance, en termes de plan d'action? Comment ces espaces-là devraient être gérés une fois c'est reconnu par, par le cadre juridique? Donc, c'est vraiment un projet d'envergure et qui change, qui vient améliorer, je peux le dire, toute la politique de la conservation communautaire au Gabon. Parce que c'est nouveau, c'est la première fois qu'on a eu ces assises et l'impact de ça ne concerne pas une communauté, ne concerne pas un village. C'est toute la politique liée à la conservation communautaire. D'où c'est une approche qui va vraiment permettre de mieux impliquer les communautés dans la préservation et la protection des écosystèmes et de la biodiversité. J'essaie de vraiment de me répéter en disant que le fait d'analyser le cadre juridique du Gabon, qui est le code forestier, pour prendre en compte ces espaces, c'est vraiment quelque chose de formidable pour le pays et surtout que c'est soutenu par l'administration. Donc, c'est vraiment un projet d'impact national par Mm. rapport à la politique de conservation, par rapport aux conditions, à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Ouais, c'est clair. C'est très clair et très intéressant. Je vous y avais répondu en partie avec l'analyse du code forestier, mais comment justement, selon vous, on peut concilier les objectifs de conservation avec les besoins économiques des communautés locales? Et d'ailleurs, c'est pas qu'uniquement au Gabon, hein, ça concerne beaucoup d'autres pays en Afrique notamment. Et voilà, comment concilier ces objectifs de conservation avec des besoins qui sont réels, hein, des besoins de développement des communautés.
Oui, effectivement, c'est une très, très belle question. Et parce qu'aujourd'hui, on a constaté que la manière dont la conservation se fait, elle exclut les communautés. Et il n'y a vraiment pas un réel bénéfice pour les communautés. Et c'est pourquoi nous, on pense que la conservation aujourd'hui doit reconnaître l'effort de conservation des communautés. En d'autres termes, les communautés protègent la biodiversité, protègent les forêts. Mais en retour, on doit faire en sorte que cet effort de conservation contribue à améliorer leur niveau de vie. Et c'est pourquoi nous pensons que à travers le développement des activités génératrices de revenus basées sur la nature et le fait que les communautés se sentent, bon, pas propriétaires, se sentent vraiment réellement impliqués dans la gouvernance, donc les prises de décision de leur territoire, Mm. de la gestion de leur territoire. Je pense que ça va aider euh, aux communautés de changer leur niveau de vie au village. Et je sais très bien qu'il y a eu au départ une approche avec les forêts communautaires où on a demandé aux communautés d'exploiter le bois pour améliorer leur niveau de vie. Le bilan de ça n'est pas très positif. Et moi, nous pensons au Canada que la conservation telle qu'elle est faite par les communautés doit contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous, on a essayé de mener les activités comme les patrouilles communautaires, c'est-à-dire les communautés se déploient dans leur territoire pour détecter tout le potentiel qui est à l'intérieur et en retour, ça leur procure un peu de revenus. On est en train de développer les activités génératrices de revenus comme les PFNL, la valorisation des PFNL, les produits forestiers non ligneux, en même temps l'activité apiculture. Et nous sommes également en train de se lancer dans la pêche artisanale, comment organiser ça au sein des communautés pour que toutes ces activités contribuent à l'économie, au développement de l'économie locale et pas forcément en coupant le bois. Et en même temps, on pense à l'avenir avec les partenaires qui peuvent directement appuyer les communautés sans passer par d'autres organisations. Je pense que en allant vers ça, le niveau de vie des communautés va énormément changer tout en gardant les forêts debout, tout en gardant la biodiversité à l'intérieur. Et même l'autre activité, c'est effectivement la chasse. Les communautés vivent de la viande de brousse. Comment organiser cette activité pour que elle procure également les moyens aux communautés. Je pense que l'administration a avancé là-dessus en allant vers la commercialisation de la viande de brousse, peut-être ça va arriver. Mais c'est tous ces ensembles d'activités qui peuvent faire en sorte que les communautés peuvent vivre convenablement sans pourtant augmenter la pression sur la ressource. Et c'est ça notre approche, c'est-à-dire on fait la conservation communautaire et en même temps, les gens vivent bien avec cette approche de conservation communautaire. Merci Alex. Ouais, je pense qu'on a bien effectivement compris ce modèle de conservation que vous défendez, qui est beaucoup plus pour une conservation plus inclusive et participative. Si on se tourne un peu vers les défis, une question un peu plus générale, pas forcément juste liée au Gabon, mais quels sont selon vous hein, les principaux défis auxquels la biodiversité est aujourd'hui confrontée au Gabon et puis en Afrique centrale de façon plus générale? Ok, parmi les défis que la biodiversité est confrontée dans le bassin du Congo et au Gabon en particulier, je peux d'abord dire qu'on a ce problème des activités euh, d'extraction des ressources naturelles. Ça cause un grand problème dans la survie de la biodiversité parce que ça détruit les habitats et des niches écologiques des animaux et bien d'autres espèces. Donc, c'est vraiment, il y a aussi le braconnage.
qui déciment les espèces emblématiques et en voie d'extinction, comme les grands singes, les gorilles, les chimpanzés, et aussi le crocodile, les éléphants. C'est un grand problème dans le bassin du Congo qui existe toujours. Et il y a aussi l'orpaillage artisanal aujourd'hui qui, avec l'utilisation des produits qui sont pas recommandés, et ça aussi, ça détruit les rivières, ça détruit les habitats. Donc, et c'est parmi les défis. Mais l'autre défi que je relève et qui pour moi est important, c'est que on a longtemps pensé que la biodiversité devait être protégée qu'à l'intérieur des parcs nationaux ou des réserves. Or, nous savons qu'il n'y a pas de barrière en forêt, les animaux se baladent de partout. Et qu'est-ce qu'on en fait de la biodiversité qui est hors des parcs nationaux? Et je pense que c'est un des grands défis aujourd'hui de penser que la biodiversité ne doit plus être préoccupé uniquement que dans les réserves, les parcs. Il faut plutôt il faut également tenir compte de la biodiversité qui se trouve en dehors de ces zones étatiquement protégées. Et c'est pourquoi nous pensons qu'à travers notre approche des aires conservées communautaires, gérées par les communautés elles-mêmes, on doit également protéger, on doit également amener des actions pour inventorier tout ce qui existe dans ces espaces qui échappent aujourd'hui, qui sont moins documentés aujourd'hui. Et c'est aussi, on trouve la biodiversité là-bas. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, pour moi, le grand défi, c'est ne pas seulement se contenter de la biodiversité qui est dans les parcs, mais plutôt la biodiversité qui est hors des parcs et en même temps créer des connectivités entre les réseaux des parcs et les réseaux de conservation des aires conservées communautaires qui peuvent être créés pour vraiment se rassurer que la biodiversité est prise en compte et protégée partout. Ouais, très intéressant. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé ensemble, mais vous l'avez abordé de façon, je dirais, sous-entendue. C'est celle de l'éducation environnementale. C'est un sujet qui nous tient à cœur au Papaco à travers nos plateformes Mo Conservation et Youth Conservation. Quelle est selon vous un peu l'évolution, enfin comment la problématique est traitée au Gabon et comment ça évolue cette histoire d'éducation et de sensibilisation à la conservation? Vraiment, c'est très intéressant là, lorsqu'on parle de l'éducation, on parle de la sensibilisation, de la conservation. Parce que je pense que tel que les choses se passent actuellement, c'est des gens qui viennent d'ailleurs venir parler de la conservation au sein des communautés. Et, et vraiment, cette façon de faire doivent plus ou moins un peu changer. Parce que les gens qui sont dans des villages connaissent aussi la conservation. Mais parfois, c'est pas valorisé. Donc, l'éducation environnementale est fondamentale dans le contexte actuel où nous sommes. Les communautés doivent s'approprier de la conservation. Ils ne doivent plus être des participants ou des gens qu'on vient juste consulter. Ils doivent devenir des acteurs, ils doivent conduire des initiatives de conservation. Déjà, ils le font déjà, mais les soutenir à aller euh, euh, au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, moi, par exemple, j'ai eu, dans le cadre de mes projets de recherche avant, à animer un cours en éducation environnementale. Et je faisais ça une fois par mois et pendant 2 ans. Donc, j'y arrivais, n'est-ce pas, par mois, à parler des communautés, des thématiques, peut-être c'est quoi la conservation. Tout le monde en parle, mais c'est quoi exactement? C'est quoi la biodiversité? C'est quoi les écosystèmes? C'est quoi les services écosystémiques? C'est quoi la pollinisation, la dispersion des graines? Ils connaissent, ils ont un savoir écologique traditionnel, mais c'est aussi important que ça soit arrimé avec les termes scientifiques que nous connaissons. Donc, l'éducation environnementale est fondamentale et dans le contexte du Gabon actuel, nous sommes en train de parler d'une nouvelle approche qui est l'approche
déserts et patrimoine conservés par les peuples autochtones et les communautés locales. Il va falloir pour nous se déployer vraiment pour renforcer les capacités, même au niveau de l'administration, des organisations de la société civile, les communautés et bien d'autres partenaires, parce que tout le monde ne comprend pas cette nouvelle approche. On est habitué au parc, on est habitué aux forêts communautaires, on est habitué aux séries de conservation, mais les aires conservées communautaires, c'est autre chose. Donc pour moi, l'éducation environnementale, on va devoir se déployer, travailler beaucoup au niveau du Gabon pour faire comprendre à tous les partenaires et acteurs ce que c'est et comment cela doit se faire sur le terrain. Et on va pas aller dans le même modèle que les parcs, non. On doit aller dans le modèle plus inclusif, dans le modèle plus collaboratif avec les communautés et tous les partenaires. Donc, pour moi, c'est un grand pan au niveau du Gabon qu'on va devoir s'atteler. Merci Alex. Très intéressant. J'avais une dernière question sur les défis. C'était la place qui est accordée aujourd'hui à la science et à l'innovation, dont on parle beaucoup dans des projets de conservation. Et est-ce que vous, au sein, enfin chez NADA, au sein de votre ONG, euh, vous utilisez justement l'innovation dans vos projets, dans vos différents projets? Oui, la science et l'innovation, c'est quelque chose qui est au cœur de NADA, notre organisation. Parce que lorsqu'on parle d'innovation, on a ce que nous sommes en train de faire, c'est nouveau au Gabon, ça va améliorer la vision de la conservation communautaire au Gabon, qui s'est limitée uniquement aux forêts communautaires. Donc, on amène quelque chose de nouveau qui est la prise en compte des territoires de vie des communautés, non pas forcément pour l'exploitation du bois, mais plutôt pour la conservation de la biodiversité et la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations et des peuples autochtones. Et ça, on a également développé une approche de cartographie participative communautaire au Gabon qui permet de mieux capter le domaine forestier rural. Parce qu'il ne s'agit pas, aujourd'hui, on a démontré que la manière dont la cartographie participative se fait aujourd'hui, ça ne prend pas en compte tout le territoire des communautés. C'est vraiment à but pour les entreprises. Mais le territoire des communautés, tu peux pas capter ça en 3 jours. Ça dépend aussi des milieux. Donc, pour nous, on a développé une approche qui est plus robuste, qui est méthodologique, bien sûr, qui permet de mieux capter le domaine forestier rural. Ça, c'est nouveau aussi, innovant. Et la science là-dedans, pour nous, on mène des recherches à l'intérieur des territoires de communauté. Je l'ai dit tantôt que ce sont des zones qui échappe à la connaissance de tout le monde. C'est moins documenté, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être on peut trouver même des espèces endémiques, on ne sait pas. Mais pour nous, je prends le cas de la communauté de Massa, où on a formé les communautés dans la pose des caméras pièges et on a obtenu les résultats. On a formé les communautés dans la mise en place des circuits phénologiques, donc l'étude de la production des arbres, et on a des résultats. On a formé les communautés dans la mise en place des parcelles de carbone pour le suivi de stockage de carbone de leurs forêts. Ça, on a des résultats et c'est des recherches. Je pense que c'est dans tout ce que nous faisons, c'est accompagné avec la recherche parce qu'on doit démontrer. Il ne suffit pas seulement de dire qu'il y a la biodiversité, mais elle est où? Il faut Mm. démontrer cela. Donc, c'est à travers des recherches que nous arrivons à présenter la donnée scientifique, pas verbale. On démontre que voici ce qui existe dans X territoire, voici, et, et comment cela contribue à une meilleure compréhension du territoire et des initiatives à entreprendre dans l'avenir. Donc, c'est vraiment important pour NADA de traiter des questions innovantes
en même temps faire de la recherche scientifique. Les questions innovantes, c'est aussi une source de motivation parce que quand tu traites un sujet qui est nouveau, c'est différent de traiter un sujet dont tout le monde en parle. Donc, c'est aussi une source de motivation pour Nada d'aborder des questions d'actualité innovantes et qui vont davantage améliorer les, le cadre juridique national, en même temps impacter le niveau de vie des communautés à l'échelle. Ouais, très intéressant. On voit que la science et l'innovation sont vraiment dans tous les projets en fait, que vous menez au sein de Ouais, NAD. Alex, je vois que le tout temps à file. fait. Je suis désolée, je vais vous poser une dernière question. Euh, qui serait un peu une... Enfin voilà, est-ce que vous auriez un message clé ou un conseil que vous aimeriez donner à nos auditeurs, notamment ceux qui s'engagent dans la conservation et peut-être en lien avec cette importance enfin, l'importance de faire que les communautés locales soient vraiment actives et impliquées dans les politiques de conservation. Oui, le conseil que je peux apporter euh, est que on doit tenir compte du fait qu'on travaille avec les communautés et les peuples autochtones et nous, ce ne sont pas des gens, des personnes qui ne connaissent pas. Parfois, on arrive chez eux, on pense qu'ils sont ignorants, ils ne savent rien. C'est très important de développer non pas l'approche basée sur les besoins, mais plutôt l'approche basée sur les atouts. Vraiment de se rendre compte que ce sont des acteurs qui ont du potentiel. Et en s'appuyant sur ce potentiel, on peut mieux atteindre nos objectifs de conservation. Et ce que je voulais également dire pour ceux qui veulent s'engager dans la conservation, c'est vraiment, il faut se former. C'est pas un domaine où tout le monde peut réussir. Non, il faut vraiment se former et vraiment, il faut aimer ce on est en train de faire. Si tu n'as pas de passion, si tu n'aimes pas ce que tu fais, il serait difficile d'atteindre les objectifs. Et autre chose, il y a beaucoup de défis en tant que société civile, en tant qu'ONG. Mais il faut être patient. Parfois, il n'y a pas de financement. Parfois, il y a X problèmes. Donc, il faut vraiment être patient. Et avec la patience, on produit les résultats. Dernière chose, c'est des collaborations. Vraiment, il faut développer des vraies collaborations pour travailler. On ne travaille plus seul aujourd'hui. Tu ne peux plus travailler seul. Il faut avoir des partenaires euh, avec qui vous travaillez ensemble et ça te permet d'atteindre les résultats. C'est ce que je peux dire de manière générale et rapidement. Merci beaucoup, Alex. On retiendra du coup ces quatre piliers, formation, passion, patience et collaboration. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui nous témoigner de votre parcours et des missions très nombreuses menées par NADA. C'était vraiment très intéressant. Donc, merci à vous. Et puis, on vous souhaite une très belle continuation. Merci, Alex. Merci. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.